il faut que nous soyons cohérents avec nous-mêmes. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les choses changent. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nos adversaires politiques entendent raison pour que nous Oui. allions vers... Donc, vous ne serez jamais ministre de Denis Sassou Nguesso. Ça, il faut le dire. Nous sommes dans une transition, c'est différent. La transition, c'est toutes les filles et fils du Congo et tous les fils du Congo qui seront ensemble pour construire le pays. Mais dans le format actuel, soyons sérieux, nous ne sommes pas demandeurs parce que ce qui nous importe, c'est l'intérêt de notre pays. Et aujourd'hui, ce n'est pas un gavé qui viendra changer les choses. Le Sénégal, est-ce que la République du Congo est une démocratie? Bon, non, mais il faut que nous soyons sérieux. Je l'ai dit, je le redis. Nous avons humilié notre pays durant ces élections. Hein, nous Non. avons... Est-ce que la République du Congo, de manière générale, est une Oui, démocratie? Oui? nous avons sacralisé la démocratie. Nous avons jeté de l'opprobre sur notre démocratie. Vous savez, je le dis, on ne peut pas, dans des conditions pareilles, dire que le Congo est une démocratie. Mais Ça serait... avant l'élection, est-ce que la République du Congo est une démocratie? Est considérée comme une démocratie? Non, la République du Congo, M. Carly, n'est pas considérée comme une démocratie, dans la mesure où Donc, vous avez pris le risque d'aller à une élection dans un pays qui, selon vous, n'est pas une démocratie. Il y a quelque chose qui ne non, va pas. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette interview exclusive en duplex depuis Brazzaville avec Destin Gavet, candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir Destin. Bonsoir, Caroline. Destin, vous avez obtenu, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur congolais, vous avez obtenu 0,86% des suffrages et vous contestez ces résultats. Pourquoi? Ben, je conteste ces résultats parce que nous jugeons que ces résultats sont fondés sur la base du faux, c'est-à-dire d'après ce qui s'est passé réellement. On ne pouvait pas avoir ce score, mais au-delà du fait qu'on ne peut pas avoir ce score, c'est surtout la nature même du scrutin qui est contestée. Et donc, nous jugeons que dans de telles conditions, on ne peut pas avoir effectivement la décence de publier de tels résultats et surtout de les faire avaler aux Congolais. Notre démarche, c'est surtout beaucoup plus dans ce qui s'est passé pendant le scrutin, non pas seulement le score, parce que le score, en réalité, nous importe peu. Tous les Congolais savent réellement ce qui s'est passé. Mais nous, c'est beaucoup plus la nature du scrutin qui a été entachée de plusieurs irrégularités. Donc, accepter de tels résultats serait synonyme d'accepter l'irréel. Pourquoi vous ne saisissez pas le Conseil constitutionnel, juge de l'élection? Oui, mais le Conseil constitutionnel doit être saisi sur la base du réel, sur la base de ce qui est vrai. Vous ne pouvez pas aller devant le Conseil constitutionnel dès lors que vous-même, vous savez que les chiffres avancés relèvent de l'utopie, de l'illusion. Donc, nous nous sommes dit, aller devant le Conseil, c'est une institution que nous respectons énormément. Et pour se présenter devant une telle institution, il faut déjà que les résultats qui ont été publiés puissent avoir un peu la lumière, sinon un extrait de vérité. Mais dès lors que vous constatez que tout a été fait sur la base de l'imagination, la dissimulation, l'irréel, je ne vois pas pourquoi on devrait se présenter devant la Cour. Mais c'est ça, le rôle du juge, c'est effectivement de corriger ce qui est faux. Donc, si vous considérez que vous avez les preuves matérielles qui attestent de l'irrégularité du scrutin, il y a deux options, hein. Soit vous contestez ou vous subissez, je dirais, la réalité. Non, M. Carlyle, vous savez, il y a des situations où la Cour s'autosaisit. La coupure d'Internet qui a empêché à ce que les équipes des candidats se déploient, à ce que les Congolais se communiquent entre eux. Le vote est censé être un moment de joie. Ce n'est pas un moment de terreur, de peur, de privation. Donc déjà, sur la base de la coupure des communications, Internet, SMS et appels téléphoniques, vous comprenez déjà là, c'était des manœuvres orchestrées pour effectivement bourrer les urnes, manipuler les populations, signer des procurations par des personnes qui n'étaient pas habilitées. Donc là, déjà, vous avez une preuve matérielle. On n'a pas besoin de saisir la Cour pour que la Cour sache qu'il y a eu coupure d'Internet.
sur toute l'étendue du territoire national, les SMS et les appels. Deuxièmement, la Cour, aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique, les vidéos ont circulé ça et là où on a vu des groupes de personnes en train de bourrer les urnes. Donc, la Cour a aussi la capacité de s'autosaisir. On n'a pas toujours, la Cour n'est pas toutefois obligée d'attendre qu'un citoyen puisse la saisir. Mais ce que je veux dire ici, on ne peut pas. Mais Oui. c'est vous qui êtes lésé par la situation parce que vous contestez la nature du scrutin. Et je crois que vous revendiquez la victoire de ce que j'ai pu voir sur vos réseaux sociaux. Dans ce cas, saisissez la Cour pour faire valoir votre droit, en principe. Non, Monsieur Carly, il faut que nous puissions remettre les choses dans le contexte. Voilà. Nous avons déployé 2000 délégués sur l'ensemble du territoire national. Et de ces 2000 délégués, 1500 sont revenus avec des procès-verbaux. Et il faut déjà souligner que nous avons présenté un rapport il y a quelques jours lors d'une conférence de presse où nous avons détaillé et mentionné toutes les irrégularités que nous avons constatées durant le scrutin. Voilà. Alors, nous nous sommes basés sur les 1500 procès-verbaux que nous avons en notre possession. Nous avons eu l'honnêteté d'admettre que nous n'avons pas pu placer les délégués sur l'ensemble du territoire national compte tenu des moyens qui étaient à notre disposition d'une part, mais aussi des accords que nous avons eus avec d'autres candidats qui malheureusement aussi, beaucoup n'ont pas pu déployer les délégués dans les bureaux de vote. Et donc, sur la base de ces 1500 procès-verbaux que nous avons, 1501 même, que nous avons compilé les résultats, nous avons établi un pourcentage de participation et les voix qui nous revenaient de droit. Donc, c'est un échantillon. On est ici, on n'est pas dans la procédure de contestation de l'élection en revendiquant une victoire. Il faut que les choses soient rétablies dans le contexte. Ce que nous contestons, c'est la nature de l'élection, les irrégularités constatées. C'est ce que nous constatons. Et donc, nous nous sommes basés sur la base des échantillons des procès-verbaux que nous avons, et nous avons établi un rapport que nous avons rendu public. Et donc, sur la base de ce rapport, il est clairement établi qu'il y a eu effectivement des griefs qui ont tendance à entacher, sinon qui ont entaché la crédibilité de l'élection. Mais quand la crédibilité de l'élection est entachée, je pense que cette élection n'a pas sa raison d'être, d'où nous appelons à l'annulation. Parce qu'il faudrait, M. Carlyle, dire que la plupart des candidats ont remarqué, sinon ont souligné, chacun dans sa communication, qu'effectivement, cette élection a été entachée de plusieurs irrégularités. Mais au-delà de tout, pourquoi nous disons que cette élection doit être annulée? Allons sur la base du droit, le juridique. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est la plus haute instance judiciaire dans notre pays. Lorsque vous regardez l'équipe de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso, vous avez deux citoyens congolais qui sont en conflit permanent avec la loi. Je cite ici le député Idover Moani, qui est condamné par la justice congolaise, qui est allé à l'étranger pour se soigner, il s'est évadé, et ce dernier est revenu en tant que directeur local de campagne du candidat Sassou. Regardez un peu la dimension de la moralité douteuse autour de la direction de campagne de M. Sassou. Vous avez le cas Silver Dongou Armel, qui s'est vu délivrer un mandat d'arrêt international par la justice congolaise. Et ce dernier est revenu en tant que financier du candidat Denis Sassou Nguesso dans son équipe de campagne à Gamboma. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que par là, nous avons enregistré plusieurs cas de cette nature, que nous avons d'ailleurs détaillés dans notre rapport, d'où nous appelons aujourd'hui à l'annulation de cette élection, à un dialogue national inclusif et à la mise en place d'une transition qui va aboutir à l'organisation d'une véritable élection libre, équitable et transparente. Parce que dans les conditions actuelles, on ne peut pas dire que l'élection qui s'est déroulée était une élection transparente, apaisée, crédible. Non, les faits sont là. Donc, on n'a pas besoin aujourd'hui d'aller détailler ces faits devant le juge constitutionnel. Parce que pour nous, ces faits sont tellement criards, ces faits sont tellement visibles que tout le monde a vu. Et pourquoi c'est à nous d'aller devant la Cour pour aller présenter ce qui s'apparente à de l'imagination, à des chiffres inventés et à ce qui n'est pas concret. Le Sénégal, est-ce que la République du Congo est une démocratie?
Bon, non, mais il faut que nous soyons sérieux. Je l'ai dit, je le redis. Nous avons humilié notre pays durant ces élections. Hein, nous Non. avons, Est-ce que la République du Congo, de manière générale, est une oui, démocratie? Ah, nous oui. avons, nous avons sacralisé la démocratie. Nous avons jeté de l'opprobre sur notre démocratie. Vous savez, je le dis, on ne peut pas, dans des conditions pareilles, dire que le Congo est une démocratie. Mais Ça serait... avant l'élection, avant l'élection, est-ce que la République du Congo est une démocratie? Est considérée comme une démocratie? Non, la République du Congo, M. Carly, n'est pas considérée comme une démocratie, dans la mesure où Donc, vous avez pris le les, risque d'aller dans une élection dans un pays qui, selon vous, n'est pas une démocratie. Il y a quelque chose qui ne non, va pas. c'est pas Gavé qui détermine le baromètre de la démocratie. Les institutions internationales qui fixent les points en termes de démocratie disent que le Congo a un régime autoritaire. C'est connu, c'est vrai, je l'affirme et je l'atteste. Parce que la répression que nous avons vue durant l'opération Zéro Kuluna par la DGSP démontre le climat de peur, de terreur, de répression que nous avons au Congo. Donc dire aujourd'hui que la République du Congo est une démocratie serait se mentir à soi-même. Donc, Et vous avez pris le au-delà, risque de partir aux élections dans un pays que vous considérez ne pas être une démocratie. Est-ce M. qu'au Carly, final, il ne fallait pas s'y attendre? Parce que si c'était, je dirais, dans un pays normal, le juge, peut-être, oui, se serait auto-saisi et peut-être même les candidats ou auraient saisi le juge pour contester la nature du scrutin, la régularité du scrutin. Mais bon, en fait, on a du mal à vous suivre. Au fond, euh, que recherchez-vous à travers toutes ces démarches que vous faites? non, il faut dire pourquoi nous sommes allés à l'élection. Il faudrait pas. Un acteur politique va à une élection. D'abord, c'est pour expliquer à ses compatriotes, même si vous êtes dans une dictature, les dictatures ont existé partout dans le monde. Le Congo n'est pas une première dictature que le monde a connue. Nous avons même des pays voisins. En face de nous, il y a eu une dictature féroce de Mobutu. Mais le Tshisekedi perd participer aux élections. Pourquoi? Parce que l'élection est un moyen d'expliquer à la population qu'il y a une autre vision au-delà de la vision dictatoriale que vous voyez, au-delà de la gestion chaotique que vous avez. Il peut y avoir une autre façon de diriger, une autre vision pour le Congo, un autre programme. Donc, nous nous sommes allés à l'élection dans un premier temps pour expliquer aux Congolais, qui a toujours reproché à l'opposition de ne jamais avoir un programme cohérent, concret, chiffré. Nous avons présenté le changement vers un Congo prospère pour que les Congolais comprennent qu'à côté, au-delà des critiques que nous avons vis-à-vis de ce régime, nous avons une solution. Nous avons des solutions, nous avons un programme. C'est ce qui nous a d'abord poussé à aller vers l'élection. Et l'élection, c'est une façon, c'est un moyen d'être en face des populations et de ressentir aussi la volonté, sinon le désir qu'a le peuple vers le changement. C'est ce que nous avons constaté. D'ailleurs, ici, nous tenons à remercier tous ces 145 000 Congolais qui ont décidé d'aller voter pour nous. Maintenant, oui, la dictature, pourquoi nous sommes, on s'y attendait, pourquoi y aller? Non, on ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on est dans un régime d'oppression, un régime autoritaire, croiser les bras et assister. Non, nous sommes tous Congolais. Le but aujourd'hui, c'est que les solutions soient trouvées pour l'intérêt de notre peuple, l'intérêt de notre pays. Alors, qu'est-ce que nous recherchons? Mais nous n'inventons pas la roue. À chaque fin de cycle, il y a toujours ce qu'on appelle l'usure, où le camp en face a du mal à sortir la tête de l'eau et a besoin d'un sang nouveau. Le sang nouveau aujourd'hui, nous avons un pays, le Congo, qui est notre pays. Pourquoi j'en appelle à la transition politique qui va effectivement en amont aboutir à la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques et l'implication de la diaspora dans le processus de construction et de reconstruction de notre pays. Pourquoi? Parce que nous avons compris qu'en face, il y a un blocage. Ceux qui sont en face de nous n'arrivent plus à emmener le pays là où il le faut. Et donc, quand on arrive à un blocage, nous sommes à peu près dans le contexte des années 90, où il y avait la crise économique, il y avait la crise politique. C'est ce que nous vivons au Congo. Vous avez vu juste après quelques jours, le FMI est venu pour damer encore sur la tête du gouvernement pour dire faites attention. Donc, nous sommes dans une gestion approximative. Et lorsqu'on est dans une gestion approximative, ce sont les populations qui en souffrent. Et donc, nous ne voulons pas que le pays puisse accumuler du retard alors qu'on peut faire des choses pour l'intérêt de notre pays. D'où nous appelons la transition. Le but de la transition, c'est de construire une véritable démocratie à l'image de 92, où on a vu la maturité de la classe politique congolaise qui est allée vers une élection non contestable et à la fin, les résultats ont été acceptés.
Croyez-vous que si on avait organisé une élection libre, équitable et transparente, où l'Internet n'était pas coupé, où il n'y a pas eu les bourrages d'urnes, où il n'y a pas eu les procurations, il n'y a pas eu des menaces et autres, Gavé devait être le premier à concéder sa défaite. Parce que dans des conditions claires et nettes, personne ne peut refuser la victoire d'un camp. Mais si nous sommes allés dans une élection où à la fin, vous avez vu Internet coupé, appel coupé, bourrage d'urnes, achat de conscience, tout ce que nous avons connu, comment voulez-vous que j'accepte de tels résultats, même si nous sommes dans une dictature? Mais ce n'est pas nouveau dans votre pays, non? Ce n'est pas nouveau dans votre pays. À chaque élection, on a l'impression de revoir les mêmes vidéos, d'entendre les mêmes récits. Est-ce qu'au fond, on n'a pas, enfin, comme dirait Lucien Pambou sur ce plateau, une opposition dépassée par un système plus grand, plus gros que lui, au fond? Non, ce n'est pas un problème de système. Un système plus grand, c'est un système qui s'assume, qui se respecte. Vous avez vu, il y a une note vocale qui circule sur les réseaux sociaux qui est attribuée au député Idover Moani, qui a critiqué sévèrement cette option de supprimer, de verrouiller le pays, de couper Internet. Il a dit dans son audio, mais pourquoi on ne peut pas jouer le jeu politique avec les armes égales? Pourquoi on ne peut pas aller sur le terrain expliquer aux populations que le choix nécessaire, c'est le choix du président Sassou? Pourquoi on doit couper Internet pour donner une image négative et surtout salir l'authenticité, sinon la crédibilité du scrutin? Mais ça ne vient pas de Gavé, ça vient de quelqu'un qui est du même bord que le président sortant. Vous comprenez par là que ce n'est pas un problème de l'opposition, c'est un problème de morale de la classe politique dirigeante. C'est-à-dire, nous avons atteint un degré d'inconscience, de tricherie, de vol, de mensonge et de conflit permanent avec la conscience. Les dirigeants actuels ont un problème avec leur conscience. Parce que je ne peux pas imaginer une seule seconde que les gens qui savent très bien qu'ils ont verrouillé le pays, ils ont triché, ils ont volé, mais vous les voyez célébrer, c'est comme si pour eux c'était une victoire classique à la royale. Non! Donc aujourd'hui, oui, les faits se répètent, mais est-ce que ces faits doivent continuer? Est-ce que ces faits sont des faits qui doivent être encouragés? Parce que de la façon dont vous parlez, M. Carlyle, vous donnez l'impression que oui, c'est bon, c'est normal, il faut continuer ainsi, c'est ça la façon de faire. Non! Ah non, Si nous... ah non, loin de moi tout ça. Mais on va poursuivre la discussion dessus. Regardez, même, enfin, si vous portez une cause pour un peuple, on va se dire les termes. Aujourd'hui, vous contestez, on a l'impression que vous êtes un peu seul dans votre combat. Est-ce que les Congolais, eux-mêmes, il faut dire la vérité, ne sont pas aussi, je dirais, désespérés de tout ce spectacle? Oui, mais c'est ce que le pouvoir a réussi à faire. Ça, il faut dire que le pouvoir a réussi de ce côté à instaurer un véritable climat de terreur et de peur dans l'esprit des Congolais. Vous avez vu le jour que nous avons tenu notre première conférence de presse, où nous avons donné les tendances que nous avions en notre possession. Les Congolais ont commencé sur les réseaux sociaux à célébrer, à nous appeler président élu, à faire des challenges, etc., sur TikTok et autres. Mais dès lors que le gouvernement a publié les résultats, il y a eu comme un climat de froideur. Et une fois que nous sommes venus pour contester les résultats, certains compatriotes ont commencé à ressentir de la peur. Vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux que Gava a été arrêté, etc. Donc, on a enlevé l'âme à ce peuple. L'âme de revendication, l'âme de dignité a été arrachée à ce peuple par des pratiques qui datent aujourd'hui de plusieurs décennies. Mais on ne peut pas, parce que le peuple aujourd'hui est résigné, une partie du peuple est résignée, qu'il faut baisser les bras. Non, un acteur politique ne suit pas la cadence du peuple. C'est lui qui impulse une cadence. On ne peut pas se considérer aujourd'hui comme esselé. Pourquoi on doit être esselé? Non, au contraire. Nous sommes confiants dans la démarche que nous menons. Nous contestons sur la base des faits. Ce n'est pas une contestation sourde ou aveugle. C'est une contestation basée sur des faits, sur un échantillon de 1500 procès-verbaux, mais surtout sur la réalité du terrain que nous-mêmes nous avons vu et nos équipes nous ont rapporté. Donc, c'est une contestation légitime. Maintenant, aujourd'hui, c'est le camp d'en face qui doit comprendre que nous ne sommes plus à l'ère où on doit faire avaler la pilule démocratique alors que les faits sont contradictoires. D'où nous appelons à un dialogue national. Pourquoi un dialogue? Mais le dialogue doit permettre aux Congolais de reparer. Pourquoi on doit reparer? Parce que ces pratiques ne peuvent pas continuer. Si aujourd'hui, nous passons pieds joints et demain, voilà, on passe à autre chose. Oui, dans 5 ans, d'ailleurs dans 15 mois, nous aurons les élections législatives, nous aurons le même scénario.
dans 5 ans, en 2031, nous aurons l'élection présidentielle. On aura le même scénario. Et donc, ça veut tout simplement dire que nous sommes dans un cycle où nous sommes en train de refaire les mêmes choses sans pourtant que nous avançons. Mais si aujourd'hui, les faits sont dénoncés, sont contestés avec des preuves, d'ailleurs ce qui est logique, les journalistes qui ont couvert notre conférence de presse ont voulu voir de leurs yeux des procès-verbaux en notre possession. Nous les avons présentés, des procès-verbaux. Ils ont été bouche bée pour certains parce qu'ils ont compris que nous ne parlons pas parce qu'on veut parler, on parle parce que nous avons remarqué des faits graves qui entachent non seulement la crédibilité du scrutin, mais qui jettent de l'opprobre sur notre démocratie qui est très timide, mais surtout sur l'image du pays à l'extérieur. Parce que ce sont des scores à la soviétique. On ne peut pas aujourd'hui, par rapport à ce que les Congolais vivent, dire que nous avons eu un taux de participation de 84%. Non, c'est se moquer des Congolais. Et donc, notre voie, c'est d'expliquer aux Congolais qu'au-delà de tout, au-delà du musulman, parce que le peuple musulé, les gens viennent nous parler dans les oreilles, ils ont peur de s'exprimer. Au-delà du caractère agressif que nous vivons, regardez, aujourd'hui, le président Sassou devrait se considérer aujourd'hui comme candidat encore. Il devrait gérer les affaires courantes parce que la Cour constitutionnelle n'a pas encore publié les résultats définitifs, puisqu'un candidat a contesté aussi les résultats devant la Cour. Donc, l'audience est prévue pour, je pense, demain. Mais si vous voyez, depuis hier ou avant-hier, ils ont relancé l'opération de la DGSP et les vidéos circulent où il y a des violences humaines à l'encontre de notre constitution qui défend la torture. La torture n'existe plus dans notre pays. Mais les cas de torture, alors que nous sommes dans une phase, on peut appeler une phase de transition, où les résultats ne sont pas connus, où le nouveau président, s'il y a lieu, n'a pas prêté serment. Donc vous comprenez que c'est ce qui démontre aux yeux du monde que nous sommes dans un régime d'oppression. Mais est-ce que quand on est dans un régime d'oppression, on doit se taire? Toutes les voix doivent se taire? Non. Notre voix aujourd'hui est pour dire au camp d'en face ce que nous avons en commun sur le Congo. Ça nous appartient tous. Regardez où nous avons emmené le pays. Pour réparer les choses, repartons dans le format habituel que nous avons connu dans notre pays. C'est un format connu. Dans la fin des années 90, nous sommes allés vers un dialogue. À l'époque, c'était la conférence nationale. À l'issue de celle-ci, il y a eu la mise en place d'une période de transition. La transition a permis à ce que les élections soient préparées, organisées selon les règles de l'art. Et nous avons vu en 92 un président démocratiquement élu sans contestation. Donc, nous contestons aujourd'hui des faits qui sont réels. On ne conteste pas dans le vide, mais on conteste ce qu'on a vécu. Et si on laisse les choses dans cet état, mais nous allons continuer plusieurs années après dans le même schéma, parce qu'eux, ils vont se sentir réconfortés dans leur position, ils vont s'accouter sur cette position pour dire, nous avons eu la formule, il faut continuer avec cette formule pour maltraiter, pour écraser le peuple, pour écraser toute foi discordante, et donc ça peut continuer pendant plusieurs années encore. D'où nous ne voulons pas. Revenons sur votre proposition de transition. Je pense qu'on va s'attarder un peu dessus avant de terminer. Au fond, qui participera à ce processus? Le président Sassou sera encore présent de la transition ou elle se fera avec ou sans lui? Rapidement, expliquez-nous, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? C'est un homme cohérent. Il ne faut pas vouloir faire des choses parce qu'on a la soif du pouvoir. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est l'intérêt de mon pays, l'intérêt de mon peuple. Oui, la transition, si cette proposition venait à être adoptée, la transition sera menée par l'actuel président. Pourquoi je le dis? Parce que si nous partons vers la transition, c'est que l'hypothèse de l'annulation du scrutin a été consommée. Et notre constitution est très claire là-dessus. Le président de l'exercice reste en fonction jusqu'à ce qu'il y ait un président élu et que c'est ce dernier qui y aura remise et reprise entre les deux présidents. Donc, tant que nous n'avons pas un président élu, le président Sassou reste effectivement en fonction, c'est la Constitution qui le dit. Donc la période de transition, ça sera comme en 91. Je veux qu'on aille sur le même format. En 91, le président Sassou était président de la République, mais on avait donné les pouvoirs au Premier ministre qui avait conduit toutes les réformes qu'il faut pour préparer une véritable élection. Donc je vais dans le même schéma. Le président Sassou reste président honoraire, entre guillemets. Il y a un Premier ministre qui va être élu à l'issue du dialogue national inclusif, comme en 91 lors de la conférence. Le Premier ministre va conduire donc les choses du pays, il aura tous les pouvoirs et le président Sassou sera là comme un président honoraire
qui va donc assurer cette période, qui pourra aller sur 24 mois. Je ne veux pas de 12 mois parce qu'il y avait quand même l'impréparation en 92. On va sur la base de 24 mois. À l'issue de 24 mois, on organise une véritable élection, libre, équitable et transparente, où le président Sassou, très naturellement, ne prendra pas part. Parce qu'il faut aussi dire, M. Carline, le facteur de crainte, de déstabilisation, sinon on peut dire qui aujourd'hui a plongé les Congolais dans une certaine psychose, sinon dans une résignation, c'est le fait que le président Sassou soit toujours candidat. Parce que dès qu'il est candidat, chacun, au nom du président Sassou, se considère comme un intouchable. Les maires sont devenus intouchables, les préfets intouchables, les sous-préfets intouchables. Et donc, c'est ce qui, aujourd'hui, centralise tout le vol, toute la tricherie, tous les bourrages d'urnes que nous avons eu un peu partout dans le pays. Parce que chacun se considère comme étant hors de la loi. Et donc, ce nom-là est devenu comme une garantie pour un certain nombre de gens. Donc, je pense qu'à l'issue de la transition, où la période sera discutée entre les participants, on va vers une transition. À la fin, on organise une élection où le président Sassou n'est pas candidat. Et on aura une véritable élection libre, équitable et transparente. Et à l'issue de l'élection, le président élu, c'est ce dernier-là qui prêtera serment et c'est ce dernier-là qui fera la passation avec le président actuel. Voilà comment moi je vois les choses. Et je pense que c'est une solution qui va arranger plus d'un. Parce qu'aujourd'hui, même dans le camp d'en face, les langues se délient parce qu'on comprend que nous sommes en train de faire perdre du temps à notre pays. C'est un cycle aujourd'hui qui nous fait perdre du temps parce que le pays n'avance pas, le pays est toujours dans les mêmes situations, des questions éternelles. Alors, il faut trouver des solutions à ces problèmes. Mais ces solutions doivent être trouvées par tous les Congolais, de tous les bords, de la diaspora, de l'opposition, de la majorité. À l'issue de cette période, je pense que les Congolais pourront se réconcilier avec eux-mêmes, se réconcilier avec leur conscience. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les Congolais, la classe dirigeante aujourd'hui se comporte vraiment dans une posture où on ne sait pas réellement est-ce que les gens voient. Ouais. C'est que les gens... On est pris par le temps, mais on est pris par le temps. Je vais terminer avec vous avec une question pour moi, à mon avis, assez importante. Si cette transition n'est pas acceptée et que le président prête serment, selon les informations qu'on a, il devrait prêter serment aux alentours du 16 avril. S'il prête serment demain, est-ce que vous serez peut-être candidat aux législatives qui arrivent? Non, mais nous ne voulons pas nous projeter sur l'imaginaire. Nous attendons, nous avons posé un problème. La Cour va se prononcer, nous allons voir et après, nous déroulerons notre stratégie. On ne va pas aujourd'hui parler de ce qui n'est pas encore arrivé. Nous attendons de voir et nous serons en partie responsables. Nous allons prendre une ligne, nous allons effectivement le faire savoir. Maintenant, les élections à venir n'est pas d'actualité. Si aujourd'hui, l'élection qui vient de se dérouler est entachée d'irrégularités, mais nous allons aller vers la même chose dans les prochaines élections. Si on ne repart pas, ça sera le même fichier électoral, ça sera les mêmes pratiques, ça sera les mêmes coupures d'Internet, d'SMS et d'appels. Donc aujourd'hui, se projeter à une nouvelle élection sans que le problème actuel ne soit réglé, c'est comme de l'utopie. Non, essayons de régler le problème qui est là. Nous sommes en face d'un problème qui est réel, ce n'est pas une imagination. Le processus électoral a été biaisé, l'élection a été entachée d'irrégularité, cette élection n'a pas sa raison d'être. Une fois que ce problème est réglé, la suite va intervenir avec beaucoup de maestrat, avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de sérieux, pour que nous puissions parfaire la démocratie fragile que certains disent. Parce que pour moi, tant que nous n'avons pas réglé ces choses, nous reviendrons année après année, nous aurons les mêmes revendications. Vous avez cité M. Pambou, qui a dit qu'on le savait, mais c'est parce que ça date depuis des années. Mais est-ce qu'il faut, parce que les choses sont telles comme telles, qu'il faut les accepter? Il ne faut pas se battre pour l'amélioration? Non, nous sommes dans un processus où nous voulons que les choses s'améliorent. Nous voulons que la gouvernance s'améliore. Nous voulons qu'il y ait un héritage pour les générations futures. Nous voulons que notre démocratie essaie d'avancer comme chez les autres. On ne peut pas aujourd'hui crier haut et fort que nous sommes des démocrates, mais dans les faits, nous avons en face de nous des autocrates, nous avons en face de nous des dirigeants soviétiques, ceux qui ne veulent pas qu'un iota des choses bougent, mais quand les choses sont stagnées, c'est le peuple qui souffre, c'est le pays qui est bloqué, et aujourd'hui nous le remarquons avec des grèves ça et là,
des blocages ça et là, des pénuries ça et là, et ça, nous ne voulons pas. Merci beaucoup, Destin. Donc, vous nous dites aussi que vous ne serez pas dans les prochains jours, les prochaines semaines, dans un gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Vous ne serez jamais son ministre, hein, si vous le propose. Je termine de si c'est oui ou non. Hein, c'est pas... J'ai déjà plusieurs fois répondu à cette question, notamment sur votre plateau. La position de Gavé est très connue. J'ai été candidat pour diriger les Congolais, pour changer les choses dans mon pays. Et au stade actuel, ce n'est pas un poste ministériel qui fera changer les choses dans notre pays. Il faut que nous soyons cohérents avec nous-mêmes. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les choses changent. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nos adversaires politiques entendent raison pour que nous Oui. allions vers... Donc, vous ne serez jamais ministre de Denis Sassou Nguesso. Ça, il faut le dire. Nous sommes dans une transition, c'est différent. La transition, c'est toutes les filles et fils du Congo et tous les fils du Congo qui seront ensemble pour construire le pays. Mais dans le format actuel, soyons sérieux, nous ne sommes pas demandeurs parce que ce qui nous importe, c'est l'intérêt de notre pays. Et aujourd'hui, ce n'est pas un gavé qui viendra changer les choses. Les choses doivent être changées sur un fondement normal, un fondement républicain pour construire, mais pas quelqu'un qui viendra comme un cheveu dans la soupe. L'efficacité ne se fera pas ressentir et les Congolais ne pourront pas bénéficier de ce que nous voulons vraiment de ce pays. Et je pense que le président Sassou, je le pense, c'est mon avis, aujourd'hui, même dans son bord politique, les voix discordantes commencent à se faire entendre sur la nécessité de vouloir rassembler le pays. Et je pense que c'est son dernier mandat, d'après notre Constitution, si les choses restaient dans cet état. J'espère que les choses ne resteront pas dans cet état. Mais si tel est le cas, le dernier mandat, c'est un mandat qui devrait normalement permettre à ce que nous puissions balayer tout ce qu'il faut, nous puissions construire, nous puissions nous mettre ensemble pour l'intérêt du pays. D'où l'intérêt du dialogue, d'où l'intérêt de la libération des prisonniers politiques, d'où l'intérêt de la diaspora, l'implication de la diaspora, d'où l'intérêt du retour des exilés politiques de 97. Pourquoi? Parce que c'est ensemble qu'on peut construire le pays. Le Congo n'est pas une exception, on en a vu dans d'autres pays où on a pris de la hauteur, on a compris que l'intérêt du pays passe à avoir des intérêts égoïstes et individuels, construire, bâtir, élever une nation forte, prospère pour l'intérêt de tous. Parce que pour un pays aussi riche que le Congo, M. Carline, il est vraiment triste de constater que nous avons une population extrêmement pauvre. Et nous en avons vu pendant la campagne comment le peuple est dans la misère, plongé dans la précarité, plongé dans le manque. Mais est-ce que c'est ce que notre peuple mérite? D'où nous avons dit qu'il faut rendre la dignité au peuple congolais. Merci beaucoup, Destin. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Brazzaville. On espère vous revoir à Paris. Hein. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Moustapha Kanté, à Romain Clicquot de Mec à la réalisation. Bon week-end à nos téléspectateurs. Bonne suite de programme sur nos antennes.